Septembre 1939, l'Allemagne nazie envahit la Pologne. Officiellement, c'est la guerre. Du matériel de sécurité est distribué pour prévenir les bombardements. On aménage les caves et tous les enfants vont à l'école avec leur masque à gaz. C'est la défense passive, adoptée par le gouvernement afin de protéger les populations. Des exercices sont également pratiqués pour assurer le bon déroulement des opérations lors d'une attaque réelle. À l'école, on remplace les professeurs mobilisés par des instituteurs retraités et on augmente le nombre d'élèves par classe. Le 10 mai 1940, les Allemands envahissent la France en passant par les Ardennes. C'est la bataille de France. La plupart des civils encore présents dans le nord et l'est du pays prennent les routes, et les enfants ne font pas exception. Dans ce gigantesque mouvement de population, beaucoup d'enfants sont séparés de leurs parents. On compte ainsi 90 000 enfants perdus au cours de l'exode. Pour ceux qui restent, les cours sont souvent annulés à cause du manque de professeurs ou à cause de la réquisition des locaux. Les pénuries liées à la guerre ne tardent pas à faire leur apparition et le rationnement se met en place en zone libre, comme en zone occupée dès septembre 1940. Ces effets ne mettent pas longtemps à se faire sentir. Les enfants des familles les plus modestes sont rapidement en sous-nutrition et les cantines des internats sont de plus en plus mal approvisionnées. Les pensées sexistes du régime se traduisent par l'instauration de cours d'enseignement ménager pour toutes les jeunes filles de 14 à 18 ans. De plus, les enseignements sportifs sont eux aussi valorisés par une modification des programmes augmentant leur présence et par un projet irréalisable, dont le principal objectif est de construire un terrain de sport dans chaque commune. Mais Pétain et son gouvernement cherchent aussi à s'assurer l'obéissance de ses futurs citoyens et emploient donc une propagande massive et omniprésente. À l'école, ce sont les enseignants classés à gauche et les francs-maçons qui sont d'abord évoqués, puis les professeurs et membres de l'administration juive, qui n'échappent pas aux déportations. Les enseignants sont une ressource importante pour la résistance. Certains sont parmi les plus actifs, comme Raymond Burgard ou Lucie Aubrac. De plus, dans les milieux les plus ruraux, ils occupent aussi souvent le poste de secrétaire de mairie, ce qui leur permet la fabrication de faux papiers ou la fourniture de tickets de rationnement clandestins. De leur côté, les lycéens et étudiants sont aussi très actifs. Ils vont commencer la résistance dès la rentrée 1940, de façon anodine par des graffitis ou des tracts artisanaux. Cela va les mener à des empoignades dans des cafés ou à des manifestations comme celle du 11 novembre 1940. Les premiers actes désordonnés et insignifiants deviennent rapidement des mouvements d'ampleur, comme Défense de la France. Certains basculent même dans la lutte armée, tandis que d'autres rejoignent les forces françaises libres, à Londres, dont 34% des volontaires ont moins de 21 ans.